Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire du jour. Mon invité, c'est Pierre Gattaz, l'ancien président du MEDEF, vient de fonder l'Institut des solutions, un think tank, un cercle de réflexion dont l'objectif est de proposer aux entrepreneurs des solutions pragmatiques et de terrain. Notre débat, il portera sur le label des entreprises du patrimoine vivant. Nous verrons comment il permet le développement et la promotion de ces entreprises artisanales et industrielles au savoir-faire exceptionnel. Et puis dans notre rubrique Startup, on va découvrir ensemble les biens en commun. C'est un service de location d'équipement du quotidien. Voilà pour les titres. On a 30 minutes pour les développer et c'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est Pierre Gattaz. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes le président fondateur de cet Institut des solutions, un think tank, un cercle de réflexion que vous avez créé au début de cette année avec 5 autres entrepreneurs et entrepreneuses. C'est quoi l'ambition? C'est quoi l'idée de départ? L'ambition, si vous voulez, c'est assez simple, c'est d'essayer d'exprimer la voix d'entrepreneurs de terrain, exportateurs, industriels. Donc j'ai une petite équipe avec moi, des Michel de Rosen, Xavier Fontanet, Gabriel Sardet, Marie-Virginie Klein, on est quelques-uns, on a tous des convictions très profondes sur ce qu'il faut faire de l'entreprise, de l'économie, de la France. Et puis en fait, l'idée c'est d'avoir une voix qui compte dans ce champ politique où très souvent la microéconomie, l'entreprise est très souvent bafoué ou oublié. On l'a vu dans la campagne récente politique. Et donc c'est ça, c'est d'essayer d'exprimer sur des thèmes importants, puis de préparer 2027 dans le sens alimenter des programmes politiques, alimenter des économistes, des journalistes sur des choses du terrain. Le terrain n'est pas du tout écouté. Ouais. Alors il y a des voix du MEDEF, de la CPME bien sûr. Les patrons s'expriment en général très peu ou pas. Alors qu'on est des hommes et des femmes d'entreprise. L'entreprise, je le rappelle, c'est avec une communauté humaine formidable. On intègre des gens, on forme des gens, l'apprentissage, on intègre par le travail, le mérite, la vision, le projet. Et en fait, elle est très mal connue en France. Elle est mal connue et peut-être encore, il y a ce prisme sur l'entreprise, le patron, enfin un rapport à l'économie un peu particulier dans notre pays. Donc c'est peut-être pour ça d'ailleurs que les patrons et patronnes s'expriment pas beaucoup. Oui. Hein. Si vous voulez, moi, les 15 jours de campagne législative, le mois, moi, ça a été une souffrance absolue. D'abord, on parle très mal de l'entreprise. Quand on en parle, c'est tout de suite des poncifs, des images. Il faut faire payer les riches, vous goinfrez de dividendes, etc. Alors oui, il y a des abus, oui, il y a des choses à corriger, mais on peut pas faire, je dirais, une politique économique, je dirais, sur des choses qui sont des choses à corriger, et il faut le faire avec les patrons. Vous savez, il y a le CAC 40, il y a quelques grands patrons, certes, qui ont des grands salaires, certes, et puis vous avez, je crois qu'il y a 4 millions d'entreprises en France. La moyenne des patrons, c'est 4 000 euros par mois. Donc, si vous voulez, il faut arrêter d'amalgamer. Et ce que je dis, c'est que nous, on ne fait pas de la politique ni de gauche ni de droite. On s'en fout d'ailleurs. L'important, c'est que quel que soit le gouvernement ou les gouvernements qui vont se succéder dans les mois et les semaines à venir et les années à venir, il faut qu'ils comprennent que c'est l'entreprise qui crée la richesse du pays. C'est l'entreprise qui permet de créer de l'emploi, de la richesse et de donner du pouvoir d'achat aux gens. Alors, je reviendrai là-dessus. 100% d'accord avec vous. Et on reparlera du pouvoir d'achat si vous voulez. Mais comment passer du micro au macro? Quand on est, je me place là du côté d'un politique, c'est-à-dire que vous, avec l'Institut des solutions, vous allez arriver en disant, tenez, tiens, il y a telle solution, on sait que ça marche, telle entreprise, ça fait 10 ans, c'est opérationnel. Comment on transforme ça ensuite en solution nationale, quoi? C'est tout le problème, et c'est tout ce qu'on essaie de faire avec l'Institut des solutions, qui va essayer d'expliquer la raison d'être de nos propositions. Elles ne sont pas révolutionnaires, mais surtout d'expliquer ça aux Français et aux partis politiques. C'est le comment qui est important. Vous voyez, on est tous d'accord pour que le SMIC augmente, pour que le pouvoir d'achat augmente. Alors on parle du pouvoir d'achat. Parlons de ce sujet-là qui a défrayé la chronique. Alors, les mauvaises idées, c'est on va encore augmenter la fiscalité, et puis on va donner 10% ou 15% de plus, et puis vous avez des boîtes dans 6 mois, 1 an qui vont faire faillite parce qu'il y aura... Et donc, si vous voulez, comment expliquer aux Français qu'on peut faire la même chose, c'est augmenter le pouvoir d'achat des gens, augmenter éventuellement le SMIC, en faisant autre chose, et c'est-à-dire en mieux gérant l'entreprise France. Donc on va parler dans cet institut, on va peut-être élaborer, si on gérait la France comme une entreprise, on va essayer de faire du benchmarking international, parce que tout existe dans le monde. Vous observez la Suisse, qui a la taille d'une région en
France. Singapour, l'Allemagne, le Canada qui ont baissé leurs dépenses publiques. Il y a plein de choses qui existent, qui ont été faites sans révolution. Le Canada en 95, avec Jean Chrétien, a baissé les dépenses publiques, qui a permis de remettre le Canada en compétitivité, donner de la compétitivité aux entreprises qui ont pu augmenter les salaires. Si vous voulez, c'est une boucle vertueuse. Donc ça, ce sont des choses qu'on va essayer d'expliquer et on va beaucoup s'atteler à la forme. Mais alors, on a même l'idée de faire une BD. On regarde si on peut pas faire une BD sur ce thème et si on gérait la France comme une entreprise. Ou un autre thème, si vous voulez, que j'adore, c'est et si on donnait, et si l'objectif c'est pas 1 600 € net pour le SMIC, c'est 3 000 €. Les Suisses sont à 4 000 €. Et pourquoi nous, la France, on ne serait pas à 3 000 € carrément, vous voyez, on regardise M. Mélenchon. Mais pour faire ça, c'est pas en taxant les 5% ou les 1% des plus riches qui vont partir, qui vont abandonner le pays, parce que je l'ai vu en 81. Donc c'est en baissant la dépense publique. Mais fondamentalement, il y a deux problèmes. Mais alors, attendez, parce que moi, pourquoi pas baissons la dépense publique. Sauf qu'aujourd'hui, on est face à une situation où plusieurs services publics sont en grande difficulté. Oui. Mais comment on fait en sorte que, par exemple, les métiers de l'hôpital soient plus attractifs, tout en baissant la dépense publique. C'est là où c'est affligeant que ces problèmes-là n'aient pas été évoqués pendant un mois, mais affligeant. Alors ce qu'on dit, si vous voulez, on est plusieurs. Quand on est chez l'entreprise, on gère la structure de nos entreprises pour vivre et pour être compétitif. La structure de l'État France est extrêmement mal gérée. 58% de dépenses publiques. C'est un scandale. La moyenne européenne est à 49. Donc vous avez une puissance publique où il n'y a pas de RH, il n'y a pas de management. Il n'y a pas de RH, il n'y a pas de management. L'hôpital public, vous n'êtes pas géré. Je suis désolé, vous avez 35% de structure. L'Allemagne, c'est 25. La Suisse, c'est 15 ou 20. Donc, il faut faire du management, faire de la RH, faire de la qualité totale, faire du lean management dans la dépense publique avec les fonctionnaires. C'est-à-dire arrêter de penser que tout vient du haut. Ça, c'est la deuxième révolution. Il y aura ras-le-bol du nationalisme, ras-le-bol de l'étatisme. Ça ne doit pas venir d'une élite, même si elle est merveilleusement bien formée. Il faut que ça vienne du terrain. Dans l'entreprise, moi, toutes les idées qu'on a pour développer nos boîtes, peut-être mis à part la stratégie, mais je dirais, elles viennent du terrain, de mes ouvriers, de mes ingénieurs. Et donc, en fait, pour l'hôpital, qui est un cas de figure extraordinaire, moi j'ai plein d'amis, docteurs, médecins, infirmiers, infirmières, mais ils sont seuls au monde. Et il n'y a personne qui leur dit, tiens, vous pourriez travailler mieux, ou moins, en récupérant leurs idées. Il y a peut-être dans la fonction publique que l'armée qui est mal gérée. Parce qu'il y a du management, il y a des chefs, il y a du management, il y a des droits, il y a des devoirs. Le reste, vous avez 6 millions de fonctionnaires, mon épouse est fonctionnaire, mon frère est fonctionnaire, ils sont très très engagés, comme la plupart des fonctionnaires, et donc là, il y a des économies énormes à faire, par du management, de la RH, de la compétitivité, de la productivité, qui sont des gros mots en France, mais il faut réhabiliter. Mais ça, on peut dire que Emmanuel Macron, il est arrivé avec peut-être certaines de ses idées en tête. D'après vous, pourquoi il n'a pas réussi à les imposer? Je crois qu'Emmanuel Macron a échoué sur deux sujets. Le sujet de l'ordre et de la sécurité, quand vous voyez le vote des Français depuis des années, des mois et aux européennes, et récemment, il y a un problème d'ordre. C'est pas l'ordre policier qu'il faut, c'est juste remettre de l'ordre et de la sécurité. Il y a plein d'endroits où c'est... Donc là, je crois que ça, c'est le premier message. Nous, nos entreprises, il y a de l'ordre, il y a des valeurs, il y a des sanctions, il y a des règlements intérieurs. Il faut appliquer les choses, point. Il n'y a pas besoin de sortir la police non plus tout le temps, mais il faut respecter l'ordre. Deuxième sujet, le pouvoir d'achat. En effet, le pouvoir d'achat, c'est du régalien. Enfin, je crois qu'Emmanuel Macron a été très bon sur le Startup Nation, sur la motivation des gens d'entreprise, Choose France, etc. Mais je crois que sur ces sujets du régalien, c'est-à-dire la sécurité et de l'ordre, et deuxièmement, sur la baisse des dépenses publiques, eh bien, je suis désolé, il n'a rien fait et ça ne l'intéressait pas. Il n'a pas plus réussi que les autres. Moi, je suis désolé, mais le Canada l'a fait, il y a plein d'entre... Et donc là, vous redonnez du pouvoir d'achat par cette compétitivité retrouvée. Il nous reste 2 minutes. Je voudrais quand même qu'on dise un mot de ce rapport que vous avez publié avec l'Institut des solutions qui porte justement sur la transition écologique. Je trouve que la démarche est intéressante parce que vous proposez là aussi des solutions, vous appelez ça les quick wins, c'est-à-dire qu'il y a des solutions finalement que les chefs d'entreprise peuvent ou d'autres peuvent assez rapidement mettre en œuvre. Exactement, c'est notre premier petit rapport qu'on a fait et en fait l'idée c'est de dire arrêtez de nous mettre des normes sur la tête tout le temps, environnementales, etc. Faites confiance aux chefs d'entreprise. On a plein d'idées avec nos salariés. Et donc on a listé
quelques propositions, des quick wins. Écoutez, tout simplement, vous voyez, de type, faites des plateformes dans un territoire donné. Par exemple, il y a entreprise est citée à Lille. Il peut y avoir des échanges de best practice, comme on dit, de meilleures pratiques, des échanges d'idées, soit sous forme de filières, les différentes filières. Donc ça, c'est de dire, écoutez, les entreprises sont motivées, les salariés sont encore plus motivés sur ces sujets, laissons-les proposer des solutions et évitons comme ça l'excès de normes qui étouffe et qui démotive. Donc en fait, les solutions, on les a sur le terrain. Il faut juste qu'on nous écoute, il faut juste qu'on les propose. Et l'Institut des solutions a listé 7 ou 8 propositions de terrain que nous pourrions faire dans nos entreprises, alors à travers les syndicats, les formations, les fédérations professionnelles, à travers des territoires. Il y a quelques idées qui ne sont pas des idées, je dirais, révolutionnaires. Ce sont des idées de bon sens, pragmatiques. On fait confiance aux gens et au terrain. C'est toujours ça la clé. Merci beaucoup Pierre Gattaz et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat consacré aux entreprises du patrimoine vivant. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le débat de Smart Impact, on parle des entreprises du patrimoine vivant avec Tristan De Witt. Bonjour. Bonjour Thomas Hugues. Bienvenue, vous êtes donc le président de l'Association nationale de ces entreprises du patrimoine vivant. Et Siam Vidar, bonjour. Et bienvenue, vous êtes la présidente de SGS ICS. Et vous venez d'obtenir pour 5 ans la gestion du label entreprise du patrimoine vivant. Et c'est ce qui nous réunit sur ce plateau. Vous nous expliquerez ça dans un instant. Mais d'abord, vous représentez combien d'entreprises en France ? Aujourd'hui, c'est un peu plus de 1000 entreprises, tout secteur. Ça représente de la décoration, la gastronomie, le patrimoine bâti, c'est la construction. Des sous-traitants du monde du luxe sont aussi parmi les EPV. Donc 1000 entreprises qui représentent quand même un chiffre important, c'est 14 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il y a quelques très gros acteurs, évidemment, dans les maisons, les grandes maisons qu'on connaît. Oui, j'allais vous dire, c'est d'abord le secteur du luxe ou pas forcément, ou de la mode, mais pas forcément. C'est un bon socle du label EPV, assez représentatif de ce qu'on veut montrer, c'est des métiers d'excellence. Mais il y a beaucoup de PME qui sont liées à ce secteur-là, mais pas uniquement. Et alors, leur point commun, c'est quoi ? C'est un savoir-faire qui peut être rare, qui peut être exceptionnel. Il y a à chaque fois comme ça une compétence hors norme, d'une certaine façon ? C'est un savoir-faire manufacturier rare et d'exception. Donc c'est effectivement audité, c'est un décret qui explique quels sont les critères. Et donc c'est audité, on va regarder en profondeur comment est-ce qu'on matérialise ce savoir-faire rare, qui est manufacturier ou industriel. Et c'est ce qui fait la qualité, bien souvent, si on fait ce raccourci, des objets qui sont fabriqués par ces entreprises-là. Ces entreprises, elles sont donc labellisées, un label de l'État qui a été créé en 2005, dont la gestion vient d'être confiée à votre entreprise. On rappelle, Siam Vidar, en quelques mots, ce qu'est SGS. Donc c'est Société Générale de Surveillance et je préside la filiale française de certification. Donc on a eu l'instruction par le ministère de labelliser les entreprises par le label EPV. D'accord, donc label EPV, entreprise du patrimoine vivant. Alors vous avez quoi ? Vous avez une feuille de route, il y a une liste de critères, comment ça va fonctionner ? Alors les critères ont été définis par décret par le ministère et nous on vient auditer les entreprises sur leur capacité à être conformes à ces critères-là. Donc on a 3 grandes familles de critères. On va avoir une grande famille sur des critères économiques. On va avoir une deuxième grande famille sur la haute technicité que va faire valoir l'entreprise. On va avoir une troisième grande famille qui va regrouper la notoriété, la RSE et l'implantation géographique. Donc sur tous ces critères-là, chaque entreprise doit remplir à minima 70% des critères pour pouvoir être labellisé en quelque sorte. Labellisé, et c'est la préfecture qui décide de donner ce label à l'entreprise ou pas. C'est pas SGS. Oui, on est dans un label de l'État. Est-ce que c'est une mission un peu différente de ce que vous faites habituellement ? Est-ce que c'est un défi particulier pour une entreprise comme la vôtre ? C'est un défi différent, mais on travaille sur beaucoup d'autres labels, RSE ou de technicité. Mais c'est un label qui vient se focuser énormément sur le savoir-faire, sur l'expertise. On va avoir des entreprises, Tristan en a parlé, qui vont être dans l'art de la table, comme on va avoir des medtech, mais c'est tout un panel d'entreprises que nous avons l'habitude de contrôler, d'auditer en fait dans nos autres métiers. Oui, dans d'autres cadres. Segments. Est-ce que c'est un label très sélectif, Tristan De Witt ?
Oui, alors c'est sélectif, c'est important que ce soit sélectif, il est surtout exigeant. On ne peut pas labelliser toutes les entreprises, sinon l'excellence, on la définirait différemment. Donc oui, c'est important et les entreprises, ça permet de se démarquer. Donc quand on a ce label, c'est un atout marketing évidemment très fort, parce que c'est l'État qui dit vous êtes parmi les meilleurs de vos métiers. Il y a cette sélectivité, il n'y a pas de chiffres précis, mais il y a les quelques meilleurs de chaque métier qui sont EPV dans toutes les facettes industrielles et artisanales qu'on peut trouver. Et si on remonte un peu dans le temps, donc je disais 2005, la création, pourquoi il y a eu ce besoin de créer un label en quelque sorte ? C'était pas forcément reconnu. Moi, le label d'entreprise, il y a un certain nombre de certifications qu'on peut avoir pour une personne, les artisans d'art, les maîtres d'art, je veux dire, par exemple, c'est une personne qui est vraiment récompensée. Le label EPV, ce qui est intéressant, c'est que c'est toute l'entreprise. Et on vient reconnaître l'ensemble des facettes production de l'entreprise. Et ça n'existait pas. Juste pour compléter sur la robustesse du label, on est sur un maximum, demain, une cible de 2500 entreprises parmi les plus de 4 millions et quelques d'entreprises en France. Donc on est vraiment sur une sélectivité très 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 importante. Et une fois que les entreprises déposent leur dossier, on a un taux de refus qui est quand même, assez important. Donc, tout le monde n'obtient pas ce label-là d'excellence. Oui, effectivement, par définition, c'est un label d'excellence. Est-ce qu'on dit entreprise du patrimoine vivant ? Je vais vous poser une question, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, mais c'est pas grave, j'assume. Est-ce que ça veut dire que ce sont forcément des entreprises centenaires, enfin, vous voyez, des vieilles entreprises, de vieux savoir-faire, ou alors est-ce que vous disiez MedTech, ce qui répondait en partie à la question, mais ça peut aussi concerner de nouveaux savoir-faire ? Oui, et toutes ces entreprises-là, elles ont toujours été dans leur temps à l'époque. Donc il y a un certain nombre de savoir-faire qui sont effectivement liés à l'histoire et qu'on a gardé, mais qu'on a aussi modifié. Et il y a des entreprises labellisées qui sont des entreprises très récentes, qui font appel à des savoir-faire vraiment ancestraux, mais parfois aussi novateurs. Tant que c'est manufacturier et d'excellence, ça n'a pas besoin d'être vieux. La plupart du temps, c'est effectivement assez ancien et d'inspiration ancienne, mais il n'y a pas que ça. Les entreprises très modernes, et la plupart des EPV ont autant ce travail manufacturier, mais il y a beaucoup de numérique qui rentre en ligne de compte dans nos usines, et on est vraiment à chaque fois dans ce qu'on fait de mieux, dans l'outillage qui nous permet de faire ce qu'on fabrique. Donc c'est des entreprises en réalité très modernes. Très modernes. Vous avez des exemples de labels récemment obtenus, vous voyez, dans des savoir-faire qu'on ne soupçonnerait pas forcément ? Ah oui, je sais, parce que j'en étais actionnaire aussi, une entreprise qui s'appelle MR Cartonnage, qui travaillait l'emballage et l'impression sur carton. Et en fait, il avait tous ses savoir-faire manufacturiers anciens et il a mis de l'impression numérique dans ce métier-là. C'est une société qui, il y a 7-8 ans, et qui a grandi extrêmement rapidement parce qu'il mêlait avec un vrai savoir-faire ces deux volets, autant contemporains et très anciens. Siam Vidar, il y a une dimension, vous l'avez un peu évoqué, mais il y a une dimension environnementale, écologique à ce label. Est-ce qu'on peut la détailler ? Alors, depuis 2020, cette notion de RSE a été ajoutée au label dans les critères de labellisation. Mais l'enjeu RSE fait partie même de l'ADN du label EPV. La RSE, c'est la prise en compte des parties prenantes, que ce soit les salariés, les fournisseurs, le consommateur, le client final. Et tous ces segments-là sont pris en compte. On a rajouté certains éléments supplémentaires, tels que la gestion des déchets, la gestion de l'énergie, la gestion de l'eau, mais l'ADN même du label EPV prend en compte toutes les dimensions de la RSE depuis sa création. Cette dimension-là, elle est récente ou elle existe depuis le début ? Ça fait partie de l'ADN de ces entreprises. Elles ont toujours été ancrées dans leur territoire. On transmet les savoir-faire aux générations futures. On vit toujours avec, la plupart du temps aussi, les parties prenantes très proches, en sous-traitance, co-traitance. Ces entreprises-là, elles ont toujours été très respectueuses aussi dans ce qu'elles fabriquent, de très haute qualité, de durabilité. Et donc elles sont dans ce qu'on a besoin aujourd'hui absolument, de fabriquer des choses qui sont extrêmement pérennes et avec des moyens mis en œuvre qui le sont tout autant. Donc par définition, elles ont ce qu'on appelle aujourd'hui RSE. En réalité, elles l'ont toujours fait. Mais je vous pose la question pour le E de RSE, pour la partie environnementale, parce qu'en 2005, quand le label est créé, il n'y a pas encore eu le Grenelle de l'environnement. Le Grenelle de l'environnement, c'est septembre 2007 de mémoire. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'est pas totalement dans les préoccupations des entreprises. C'est un enjeu de communication très important pour ces entreprises que de faire savoir que
que cet ancrage territorial est une réponse évidemment aux enjeux environnementaux qu'on a devant nous. Elle le faisait depuis le départ. Et comme on travaille la plupart du temps entre entreprises du patrimoine vivant ou avec celles qui sont proches, la notion de transport de marchandises et de composants, par exemple, depuis toujours, on y répond. Alors, ce sont des entreprises qui exportent, pour autant, ça c'est intéressant, mais on exporte raisonné, parce qu'on exporte là où on a besoin et on est différenciant par rapport à autre chose. Siam Vida. On a ajouté quelques critères depuis 2020 sur tout le domaine environnemental spécifiquement. C'est l'un des derniers piliers que compose l'attribution du label, donc la gestion d'eau, la gestion des déchets, la consommation énergétique qui est aujourd'hui mesurée et justifiée par l'entreprise en fait afin d'obtenir le label. Donc on vient vraiment détailler tous ces éléments-là environnementaux avant de déposer le dossier auprès de la préfecture. Quand on obtient le label, on l'obtient pour combien de temps ? C'est remis c'est 5 ans et donc on repasse. Et alors, on renouvelle. Alors, c'est marrant parce qu'il y a plein de labels et parfois il y a des notes en quelque sorte. Et on peut voir si on progresse ou pas. Est-ce que c'est aussi votre cas ou est-ce que vous n'êtes pas dans cette logique-là ? Il n'y a pas la notation. Il y a la notion de progrès parce que matériellement, les critères évoluent rarement, mais ils évoluent. Ils deviennent plus exigeants. Donc il faut que l'entreprise progresse malgré tout. Et quand on recandidate, on redémarre à zéro. Donc c'est très intéressant. On repart d'une copie blanche. On se repose des questions. Il y a des entreprises qui vont recandidater, qui n'auront peut-être pas le label dès la première recandidature, mais en progressant et on regarde pourquoi est-ce qu'on a péché, on a peut-être mal expliqué des choses et on y repasse. Mais ça fait partie de la zone. Alors c'est la question que j'allais vous poser. Ça. Et inversement, une entreprise, c'est pas parce qu'elle a eu le label la première fois qu'elle va le réobtenir la deuxième. Bien sûr. Ça oblige à maintenir un niveau d'exigence. Exactement. Et une amélioration continue. On est vraiment dans cet état d'esprit-là d'amélioration continue pour l'entreprise. Pourquoi on échoue ? Il doit y avoir plein de raisons, mais qu'est-ce qui fait que... Parce que vous nous dites, on a beaucoup de demandes et finalement, c'est un label d'excellence. Donc, il reste quoi, quelques centaines ou un millier d'entreprises en France, ce qui n'est pas beaucoup. Pourquoi on échoue ? On échouerait soit parce que déjà notre dossier n'est pas recevable pour des critères administratifs et techniques. Il faut justifier d'un certain nombre d'éléments de production en France, de technicité, de très haute technicité qui se différencie de toutes les autres entreprises. On pourrait échouer parce que justement l'impact environnemental n'est pas bon. On pourrait échouer parce qu'on a une satisfaction client qui n'est pas à la hauteur. On pourrait échouer. Enfin, il y a une cinquantaine de sous-segments et il faut en valider plus de 75%. Donc, et sur chaque grande famille. En fait, ce n'est pas un 75% global, c'est sur chaque grande famille. Il faut être bon dans tous les secteurs. Exactement. On ne peut pas être à 100% dans deux et à 25% dans deux autres. Exactement. Okay. Donc, bien compris. C'est un enjeu à l'export d'avoir ce label ou alors il n'est pas encore connu à l'étranger ? Il est bien souvent plus connu à l'étranger et des donneurs d'ordre qu'il ne l'est en France. En France, on rattache toujours ça à un label B2C, par exemple. Il n'est pas très connu auprès des consommateurs finaux. Mais les donneurs d'ordre à l'étranger se servent du label EPV pour aller sélectionner justement un fournisseur de très haute facture. Au Japon, il est extrêmement connu. Dans les pays asiatiques, qui sont un peu sachants de ces choses-là, il a une très très belle notoriété et c'est un vrai gage à l'export, un argument marketing très fort. C'est l'État qui a dit qu'on était parmi les meilleurs de notre métier. Et c'est une réassurance évidemment qui est hyper pratique quand on fait de l'export. Le fait que ce soit l'État, ça a été une volonté politique ou une demande du secteur aussi, un peu des deux ? Volonté politique, c'est Renaud Dutreil qui a été à l'origine de la création du label en 2005. On s'est beaucoup basé sur les métiers d'art aussi, qui était toute une population d'entreprises qui était donc était ministre des Affaires étrangères à l'époque ? De l'industrie. De l'industrie, voilà. J'ai un petit doute sur l'industrie. J'ai un petit doute sur son périmètre, mais c'est ça, oui. Mais voilà, ils ont lancé ça et il y avait le politique s'est saisi, je pense, à juste titre de cette nécessité. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut faire encore plus d'efforts d'ailleurs sur ce label parce que ça permet aux entreprises françaises fabricantes d'être fortes sur leur territoire et évidemment à l'export. Et on a quand même besoin d'emplois dans nos territoires. Dernier mot, rapide. Quelqu'un qui nous regarde se dit tiens, mais moi je veux candidater. On fait comment ? On va sur le site Démarche simplifiée. C'est très simple comme son nom l'indique. On dépose son dossier. On a une réponse dans les quelques jours qui suivent si déjà notre dossier est recevable ou pas. Et ensuite, on enclenche une démarche de certification, donc avec un petit parcours candidat assez simple. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique Startup tout de suite. Smart Ideas avec Yann Lemoine, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président fondateur des Biens en commun. Vous l'avez créé en octobre 2021. Ça part de la région lyonnaise, c'est ça. Avec quelle idée ? Pourquoi vous avez créé Biens en commun ?
L'idée, c'est de proposer une alternative qui soit désirable à l'achat de nos équipements du quotidien. On est tous équipés tout un tas de trucs dont on se sert très peu, qu'il a fallu produire, qu'on va jeter, qui nous encombrent. L'idéal serait que les gens partagent entre eux, mais on voit bien que ça ne se passe pas parce qu'il y a des contraintes. Et donc l'idée, c'était de transposer ce qui a bien marché avec les vélos en libre-service, un système de location d'équipements du quotidien via des casiers connectés qu'on installe dans les lieux de vie, entreprises, résidences, bâtiments publics. Et vous avez une application qui vous permet de réserver du matériel qui est stocké dedans. On est propriétaire du matériel, mais ça vous permet de réserver l'aspirateur, la perceuse, le vidéoprojecteur aujourd'hui ou dans 3 semaines pour 1 heure ou 3 jours. Avec un modèle économique qui est tout simple, c'est-à-dire vous prenez une petite partie du prix de la location. C'est quoi le principe? Alors, le gestionnaire du lieu de vie finance l'installation initiale. Et ensuite, nous, finalement, le revenu, il est lié à la location. Donc, vous, quand vous louez un appareil, les appareils nous appartiennent à nous. C'est pas du partage entre voisins. C'est à vous directement qu'on a. Exactement. C'est comme les vélos en libre-service. Moi, quand je dis rapidement, je veux faire le Vélib des équipements du quotidien. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a des équipements stars, en quelque sorte, les plus recherchés, les plus demandés? Alors, ça dépend de l'endroit. On a commencé par les résidences étudiantes. Et là, c'est l'aspirateur qui cartonne, mais aussi l'appareil à clette, le faire repasser, le mixeur à main, c'est cool, ça veut dire qu'ils sont des petites soupes. Peut-être qu'on améliore leur alimentation comme ça. Et puis dans un Franprix, par exemple, ça va être le détacheur à eau, haute pression, le vidéoprojecteur, la perceuse visseuse. Oui, évidemment, ça dépend des lieux. Ça veut dire que vous avez systématiquement des partenaires qui peuvent être soit les lieux où vous installez, mais peut-être aussi ceux qui fournissent les équipements. Je voudrais bien comprendre ça. Oui, alors au début, il fallait que je trouve le casier connecté, une première résidence étudiante qui accepte de l'installer, et puis des fournisseurs, donc Seb, Boulanger, Leroy Merlin ont tout de suite suivi. Et aujourd'hui, on travaille en plus avec Style et Decathlon, peut-être Bosch. Donc nous, aujourd'hui, on achète le matériel, on en est propriétaire, ils sont dans les casiers. Ensuite, il faut qu'on trouve une résidence, un commerce, un bâtiment public qui accepte de déployer le service, de financer l'installation initiale. Et ensuite, c'est nous qui opérons le système. C'est clé en main pour le gestionnaire. Il n'a plus rien à payer. C'est les locations qui doivent générer le chiffre d'affaires permettant de couvrir les coûts opérationnels. Comment vous évaluez le prix de la location, en fait? Parce que ça ne doit pas être si simple. C'est-à-dire, je me dis, OK, je ne vais pas m'acheter un aspirateur parce que finalement, je ne m'en sers pas tant que ça, mais je suis prêt à mettre combien pour le louer 1 heure, quoi? En 2020, quand j'avais commencé, j'avais interviewé 150 étudiants. Et c'était sur la base de leurs réponses qu'on avait défini notre grille tarifaire, on va dire. On veut que ce soit un service abordable. On ne veut pas le réserver que pour les personnes aisées. L'objectif, c'est aussi qu'on ait un objectif social, démocratiser l'accès à des équipements de qualité pour tous. Donc pour l'instant, on est resté sur la tarification qui était proposée par les étudiants il y a 3 ans et demi. Ça veut dire qu'il y a aussi un service de réparation, j'imagine, parce que comment ça se passe si, pour éviter que je veux une perceuse et puis finalement j'ouvre le casier et la perceuse, elle va pas tourner, quoi. Alors, il n'y a aucun modèle économique si les gens ne sont pas respectueux parce que nous, on n'intervient pas entre chaque location. Ça, c'est intéressant. C'est aussi une communauté qui décide de partager des biens. Et ça, c'est un vrai gros enjeu, c'est de réussir à impliquer les utilisateurs, les utilisatrices dans le système avec des ambassadeurs, des référents pour qu'ils respectent. Et pour l'instant, on a plusieurs pas dizaines de milliers, encore plusieurs milliers de locations, je me suis un peu emballé, mais plusieurs milliers de locations et on a eu 0 vol, 0 dégradation. Donc il faut faire confiance. Moi, je fais confiance dans la vie. Je m'étais lancé avec les biens en commun, on fait confiance. On m'a dit c'est génial, mais peut-être va en Suède ou en Allemagne parce qu'on va tout casser ici. C'est pas le cas pour le moment. Donc oui, l'idée c'est qu'ensuite, si jamais on a un matériel qui est sale ou cassé, nous on intervient 1 fois par mois. On a un ambassadeur, une ambassadrice, donc un utilisateur qui a un accès gratuit, qui fait nos yeux et nos oreilles sur place régulièrement. Et puis s'il faut réparer, on a les réseaux de réparateurs de Seb, Boulanger, Leroy Merlin et nos partenaires. Mais pour l'instant, encore une fois, plus de 4000 locations et aucun souci. Quel intérêt pour ces partenaires que vous citez de moins vendre de matériel? Bonne question, il faudrait leur demander. Je pense qu'au début, ils sont en train de tester de nouveaux modèles économiques. Ils testent de la location en magasin, longue durée, etc. Et quand je suis arrivé avec cette nouvelle idée qu'ils n'avaient jamais testée, ils se sont dit, tiens, pourquoi pas? Ils m'ont même donné du matériel gratuitement pour mes premières installations. Et puis en se disant, si ça fonctionne, soit on est son fournisseur exclusif, peut-être qu'ils se disaient, on le copie ou on le rachète. Il faudra leur demander, ou peut-être qu'ils se disent, moi je me projette dans un modèle où demain, ils éco-conçoivent une gamme d'équipements pensés pour le partage, comme les vélos en libre-service, ils les mettent dedans, ils restent propriétaires du matériel, ils le réparent, le remplacent, nous on fait l'entretien du quotidien et la relation utilisateur et on partage le chiffre d'affaires et on rentre dans un modèle économique gagnant-gagnant. On n'y est pas encore, ça c'est ma vision pour dans quelques années. D'un mot très rapide, le développement de l'entreprise, pour l'instant vous étiez beaucoup à Lyon, c'est de gagner d'autres villes? Ouais, alors on est déjà sur 5 ou 6 territoires. L'objectif en fait c'était de faire un projet de territoire lyonnais parce que je pense qu'on aura beaucoup plus d'impact si on fait un déploiement territorial. On optimise la communication, les enjeux opérationnels, l'implication des gens, etc.
Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé ce territoire. Ouais. Donc, on a essaimé beaucoup plus vite que prévu et on est aujourd'hui à Grenoble, Strasbourg, Paris, Compiègne, Suresnes, etc. Et ben voilà, les biens en commun. Merci beaucoup Yann Lemoine, à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier rapidement Cyrielle Chazal à la programmation et à la production, Mani Pejesk, le réalisateur, et Louise Merlin au son. Salut.